Bon après-midi, mesdames et messieurs. Heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre émission qui traite des faits de société, vous et moi. Nous reparlons d'éducation cet après-midi. Il en sera ainsi jusqu'à la fin du mois de septembre. Rentrée scolaire oblige. Les panélistes n'ont pas changé. On ne change pas l'équipe qui gagne de toute façon. Monsieur Somo, Maître Bondier, Emmanuel Ngouaba. Bon après-midi à vous. Alors, je vais commencer par Monsieur Somo. Ok. Merci Audrey. Vous avez l'air surpris? Oui, un peu, voilà. Vous allez bien? Oui, je vais bien. Voilà. Je vais bien, rassurez-vous, je vais même très bien. Je voudrais m'acquitter d'un devoir, Oui. celui de saluer un frère. Oui. Un frère, hein. Il s'appelle Mandjek Marcel. D'accord. Il est à Nitoukou. Ah, je me disais Il est bien. à la mairie de Nitoukou. C'est un frère d'enfance. Il est très très content par rapport à ce que nous faisons. D'accord. Il m'a dit, tu parles de moi ce jour et tu transmets mes félicitations à toute l'équipe et particulièrement à Audrey. Ah, merci beaucoup. Vous avez vu, j'ai rougi. Hein. Ah, d'accord. Ah, les compliments, il ne faut pas me faire des compliments. Hein. Non, aucun compliment. Moi, je dis toujours les choses telles qu'elles sont. Voilà, c'est ça, c'est pas compliqué. Non, c'est juste pour rire. Alors, on va faire un coucou à Mandjek, c'est bien ça? Oui, Marcel. À Mandjek Marcel, qui nous regarde certainement depuis la principauté. Depuis de Nitoukou. Voilà, comme vous aimez bien le dire, depuis la principauté de Nitoukou. Ouais, c'est-à-dire que ce qui est ce que Monaco est pour la France. Oui, voilà, tout simplement. Alors, Nitoukou est pour le Cameroun, c'est ça? Voilà, exactement. Monsieur Somo, alors Maître Bondier, merci d'être fidèle au rendez-vous. Oh, vous ne savez pas ce que ça fait d'avoir un repas tous les samedis avec tous vos téléspectateurs. En plein 13h. Hein? En plein 13h, c'est un plaisir d'être au premier rang de ceux qui vont consommer. Et sûrement, c'est un dollar. Oui. C'est un peu amer. Un dollar, un peu amer, mais bon, qui passe très bien, qu'on digère très facilement. Qu'on doit digérer parce qu'effectivement, vous savez, c'est le passage obligé. Oui. Si nous voulons vivre au Cameroun et ne pas porter nos valises pour aller à l'extérieur comme les autres. Oui. De toute façon, on est bien ici. Hein. On compte bien y rester. Hein. Malgré tous les problèmes qu'on a, on espère qu'un jour ça ira. Hein. C'est pour ça qu'on fait des débats sur ce plateau. Hein. On débat des problèmes qui minent notre société en espérant qu'il y aura un changement un jour. Voilà. Emmanuel Ngouaba, spécialiste de l'éducation, analyste de l'éducation, c'est ça? Et enseignant en même temps. Bon après-midi et bienvenue. Bon après-midi Audrey et bon après-midi à tous les nombreux téléspectateurs de STV Télévision. Je pense que c'est toujours un plaisir de venir parler de l'éducation. Lorsqu'on est issu d'une famille dont le père est enseignant et pasteur, vous voyez bien que c'est dans le domaine, les deux domaines, l'enseignement et la mission pastorale ou encore la mission pastorale ou de berger. En fait, les deux missions se rejoignent pratiquement parce que pendant que le pasteur conduit le troupeau de Dieu, l'enseignant, lui, il conduit le troupeau des êtres humains, ceux-là qui doivent être conduits de l'obscurité vers la lumière. Je dois signaler en passant que cette émission est très suivie tous les samedis, parce qu'il y a des gens qui nous rencontrent dans la rue et qui sont heureux. Parce que nous disons pratiquement ce qu'ils pensent, ce qu'ils aimeraient dire et ce qu'ils... C'est-à-dire que finalement, on est, sans le vouloir, la voix des sans-voix. Et celle-ci, celle d'aujourd'hui, est encore particulièrement suivie par des responsables de Mineduc, par des responsables du Minesec, par des responsables du ministère de l'Enseignement supérieur et par des responsables de la CONAC. Et je suis très ravi qu'on ait des panélistes sérieux qui vont aider ces gens-là à prendre de bonnes décisions. Bah oui, toujours des panélistes sérieux, des panélistes de choix. Hein. On ne les choisit pas parce que je ne suis pas la seule à prendre des décisions. Généralement, j'ai une petite discussion avec mon réalisateur en semaine, donc on décide ensemble. Voilà. Alors on va rappeler que la ligne sera ouverte à partir de 14h. Pour ceux qui souhaiteraient intervenir, qui souhaiteraient apporter leur contribution à ce débat, vous pourriez nous rejoindre à partir de 14h30. Le numéro de téléphone va s'afficher juste au bas de vos écrans. Alors, on parle de la corruption au milieu scolaire. On a la chance d'avoir un avocat sur ce plateau, Maître Bondier. Il va certainement nous édifier, nous éclairer sur ce concept de corruption en général. Ensuite, nous allons définir ce que c'est que la corruption au milieu scolaire. Mais pour le moment, pour l'instant, limitons-nous aux généralités. Alors, Maître Bondier, la corruption de manière générale, qu'est-ce que c'est? Avant de vous définir un peu la corruption, je voudrais partager avec vous et vos téléspectateurs une image qui m'a marqué et que j'ai vue dans Cameroun Tribune. Vous savez qu'il y a toujours une image de clin d'œil de mon ami Ritter avec qui on a cheminé à l'université, on a fait les arts plastiques à l'époque. Ritter, et effectivement, cette image-là, je crois, le Cameroun Tribune, c'est en publicité de jeudi. Effectivement, qu'est-ce qui était
inscrit dans ces registres-là, on voyait un homme qui sollicitait une inscription devant un proviseur avec son babin qui était à côté. Et effectivement, il avait le bulletin à main pour solliciter l'inscription et le babin avait un régime de plantain à côté de lui et puis il y avait le gibier sur l'épaule du babin. Oui. Alors, allez donc comprendre si c'était la corruption. Quelle image, qu'est-ce que ça veut dire? Oui. Et partant aussi d'un autre fait que nous sommes en Afrique, que quand un Africain va voir son frère, généralement, il ne va pas avec les mains vides. Il va toujours avec quelque chose. Alors, est-ce que c'est la corruption? Est-ce que ce n'est pas la corruption? Tout à fait, là, la définition va peut-être nous permettre de voir la différence entre ce geste africain purement amical et effectivement notre geste. Alors, la corruption, dans le sens général, la corruption, c'est le fait de solliciter, d'agréer ou justement de recevoir des dons, des promesses, de recevoir des présents. Mais ici, la grande différence, c'est à des fins, soit d'accomplissement d'un acte, soit d'abstention d'un acte, et plus est pour obtenir des faveurs ou des avantages particuliers. Voilà la définition. Donc, en fait, on provoque une personne dans le sens de sa conscience, c'est-à-dire qu'au-delà des actes qu'il doit poser normalement, on le détourne de sa mission première pour obtenir de lui des faveurs ou pour obtenir de lui des abstentions par rapport à sa mission, mais en contrepartie, il gagne quelque chose. Et pour aller plus loin, la corruption, dans cette définition, vous voyez qu'il y a une corruption qu'on peut appeler active, donc celui justement qui sollicite ou qui agrée ou qui promet, et effectivement l'autre qui reçoit ces dons, qu'on appelle corruption passive. Et vous savez, sur le plan purement répressif, parlant du code pénal, effectivement, cette infraction est appréhendée. Oui, justement, maître, j'allais vous poser la question de savoir à quelles sanctions s'exposent les individus reconnus coupables d'actes de corruption. Tout à fait. Ben, on va y revenir sûrement tout à l'heure. Mais je dirais qu'il y a d'abord la première sanction, elle est administrative. Parce que généralement, ceux qui sont pris sous ce coup sont soit des fonctionnaires, du moins des gens qui ont une mission bien déterminée à accomplir et qui, justement, élaguent les textes ou tout simplement cette mission au profit d'un autre individu d'une manière ou d'une autre. Donc, il y a les sanctions administratives qui peuvent frapper soit le corrupteur, comme on dit dans notre jargon, il n'y a pas de corrupteur, il n'y a pas de corrompu sans corrupteur. Oui. Et donc, il y a des sanctions administratives. Il y a des sanctions pénales, l'article 134 et 134 bis, effectivement, prévoit cette infraction en définissant, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, ce que c'est que la corruption. Mais il peut y avoir aussi des sanctions sur le plan civil. C'est-à-dire que si cela a créé un préjudice, vous connaissez le fameux article 1382 du Code civil, tout fait quelqu'un de l'homme qui crée préjudice à autrui, oblige celui par lequel il est arrivé à le réparer. Donc, il peut y avoir aussi des sanctions sur le plan civil. D'accord. Ok. C'est bon à savoir. Maintenant que nous sommes suffisamment édifiés sur le concept de corruption, en général, de manière générale, revenons maintenant au sujet du jour, la corruption au milieu scolaire. Emmanuel Kwaba, vous qui êtes spécialiste de l'éducation, c'est quoi la corruption en milieu scolaire? Définissez-nous un peu ce que c'est que la corruption au milieu scolaire. Bon, on ne saurait donner une définition spéciale de la corruption au milieu scolaire parce qu'en fait, il suffit tout simplement de prendre ce que Maître a dit et de l'appliquer dans le milieu scolaire. Parce que moi également, j'ai regardé, avant de venir à cette émission, vous savez qu'on apprend tous les jours. Déjà dans notre jargon, dans notre milieu, on dit celui qui cesse d'apprendre, il devrait également cesser d'enseigner. J'ai regardé un peu dans le dictionnaire illustré, 1994, autant pour moi, et ce dictionnaire a donné pratiquement les définitions qui vont dans le sens de mettre première définition, c'est le pourrissement. Et j'ai regardé pourrissement. Pourrissement, c'est la dépravation, c'est-à-dire que lorsqu'il y a détérioration, dépravation, le deuxième axe de la définition, c'était le fait d'être corrompu, dépravé ou perverti. On a parlé par exemple de la corruption des mœurs. Et la troisième définition, celle qui est la plus courante, c'est l'action de corrompre quelqu'un en le soudoyant pour qu'il agisse contre son devoir. Donc, vous voyez que c'est pratiquement ce que Maître a résumé tout à l'heure. Je pense que si on s'en tient à ces différentes définitions qui sont données, dans le milieu scolaire, le fait
de poser des actes sous le coup d'une pression, quelconque. Ça peut être une pression financière ou même une pression administrative qui vous permet d'aller au-delà de ce qui est prévu, au-delà de ce qui est prévu par les tests. Là, ce serait tout simplement un acte de corruption. Bon, peut-être on va prendre un exemple banal. On va revenir justement sur les exemples tout à l'heure, mais j'aimerais d'abord donner la parole à M. Somo. La corruption en milieu scolaire, pour vous, qu'est-ce que c'est? Vous qui êtes aussi dans le milieu de l'éducation, donnez-nous une définition de la corruption dans ce milieu-là. Bon, disons que Maître Bondier a déjà commencé à élaguer le concept en donnant dans ses généralités les caractéristiques fondamentales des actes qui peuvent permettre d'affirmer qu'il s'agit d'une corruption. Il a dit active ou passive, c'est ce que j'ai retenu en essence. Maintenant, mon confrère Ngouaba a fait une bonne transposition au milieu scolaire, mais ça ne va pas seulement s'arrêter au milieu scolaire, au milieu éducatif en général. Bon, la corruption, c'est un acte. C'est avant tout un acte, qu'il soit actif ou passif, acte actif ou acte passif, c'est quand même un acte qui engrange donc un certain nombre de mécanismes. Et pour cela, il faut qu'il y ait des acteurs, c'est-à-dire des personnes. Forcément, dès lors qu'il y a des personnes qui enclenchent une attitude ou un comportement, il faut donc définir la corruption à travers l'attitude de ces personnes. Du coup, chez nous, en psychologie, on va donc essayer de tracer ou de définir un profil du corrupteur, comme d'ailleurs un profil du corrompu. Qu'est-ce que le corrupteur? Qu'est-ce que le corrompu? Et là, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Le profil du corrompu, d'abord, c'est cette attitude de disposition. C'est-à-dire, au départ, vous allez distinguer quelqu'un qui ne veut pas être coupable de quelque chose. Et de l'autre côté, une autre personne qui veut vraiment l'être. Voilà. Donc, et qu'est-ce qui est donc à l'origine? Il y a donc des mécanismes internes à des individus qui les prédisposent ou non à être des corrupteurs ou des corrompus. La psychologie va même aller très très loin jusqu'à chercher dans l'histoire individuelle de chacun pour savoir qu'est-ce qui peut, dans une approche anamnésique, qu'est-ce qui a fait que cet individu se prête à des actes de corruption. Non, monsieur Somo, c'est très intéressant. Il y a des personnes, vous dites bien qu'il y a des personnes qui sont prédisposées à être des personnes. Il y a pour chaque individu ce qu'on appelle sa personnalité. Oui. Et sa personnalité, nous disent les sciences, la personnalité se dessine depuis la plus tendre enfance. Et c'est un processus continu. Et cette personnalité est constituée d'ensemble d'événements que l'individu vit et qu'il affecte et qu'il retient comme des modes de vie et qu'il reproduit ultérieurement. Je vais prendre un exemple simple. Votre enfant refuse vous lui demandez de faire quelque chose, il refuse. Vous passez, vous l'en persuadez par, je sais pas, par de l'argent ou autre chose. Par des bonbons. Par des bonbons ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'il intègre? Il intègre que pour rendre service à quelqu'un, il faut automatiquement qu'il y ait contrepartie. Le principe qu'il n'y a rien pour rien. Oui. Voilà. Cela c'est pareil. C'est la même façon, si vous avez votre enfant dans la voiture et qu'au détour d'un contrôle, vous avez grillé un feu et le policier qui vient vers vous, vous enlevez une pièce de 500 francs, cet enfant de 2-3 ans il a perçu cet acte. Et dès qu'il a perçu, il en fait un mode de vie, un mode de comportement. Donc il y a des chances qu'il reproduise les mêmes actes plus tard. Les chances sont à 80% qu'il intègre cela comme... Puisqu'en fait, nous, les enfants, les individus s'identifient à leurs géniteurs ou à des personnes qui les accompagnent dans l'éducation, qu'ils en font un modèle identificatoire. Donc forcément, même plus petit, lorsque plus petit, l'enfant a intégré que tout acte qu'il pose doit susciter des intérêts ou tout service qu'il puisse rendre suscite ou est lié à une récompense de façon automatique.
Il intègre ça? Il intègre cela comme un mode de vie et plus tard, ne vous étonnez donc pas que vous ayez ce fonctionnaire qui pense que lorsque votre dossier est arrivé à son bureau, qu'il ne peut pas le transmettre au suivant sans le faire. Bon, peut-être dans le milieu scolaire, cela s'applique comme partout ailleurs. C'est en fait sous cet angle que j'aurais souhaité aborder cette thématique. D'accord. Emmanuel Ngouaba? Oui, je suis très content de l'explication que vient de donner M. Somo, parce qu'en fait, ce que je dis, c'est que l'enfant ne va même pas attendre plus tard. Il le reproduit immédiatement, parce que lorsque l'enfant part de village pour Dalip, pour Aqua ou pour Dedo, il prend peut-être ce cargo. Or, nous voyons tout ce qui se passe à village. Je ne suis pas très loin de Texaco, aéroport. Il y a un monsieur qui est là chaque matin avec sa moto, un gendarme. Et chaque fois que les gens passent, ils donnent tout simplement 1000 francs ou 500. Tout simplement. Et c'est la cotisation. Alors, l'enfant qui est dans le car, le chauffeur donne tout simplement 500 ou 1000 francs. Je dis, c'est vérifiable. Ça, c'est un fait vérifiable. Dès demain matin ou dès lundi matin, les gens peuvent descendre à Texaco aéroport et ils verront quelqu'un. Sauf si, après avoir suivi cette émission, ils changent. Parce que cette émission est aussi pédagogique. C'est-à-dire qu'on voudrait que les gens changent de mentalité. Donc, s'ils changent et que lundi matin, ils ne le font plus, là, on aura fait progresser la société camerounaise. Donc, le bonhomme, l'élève de 6e ou du CM2 ou de Form 1, on forme tout, parce que nous sommes également suivis par des anglophones. Ça, c'est une chaîne bilingue, parfaitement bilingue. Donc, l'élève de Form 1 ou de 6e qui est dans le cargo et qui sait qui voit, pas qu'il sait, qui voit comment le chauffeur descend et va cotiser, parce que ça s'appelle la cotisation. Dès que vous cotisez, vous n'avez plus de problème et ces cargos peuvent donc circuler sans papier, sans rien du tout. L'enfant, donc, quand il arrive à l'école et que la barrière est fermée, il cherche une voie de contournement. Soit il va escalader, parce qu'on lui a déjà montré que chaque fois qu'il y a un obstacle dans la société, on peut contourner pour déroger à la règle et continuer sa route de façon presque normale. Donc l'enfant va soit escalader la barrière, soit il va donner 100 francs ou 200 francs au gardien pour entrer. Et j'ai même appris, parce que je mène des enquêtes sur le terrain. Je ne suis pas dans les bureaux de Yaoundé comme certains, je suis sur le terrain. J'ai appris que dans des établissements de Douala, je ne vais pas citer, lorsque les enfants arrivent le matin, ils glissent et ils lancent 200 francs au sol ou 100 francs et se mettent à courir. Le gardien aussi fait semblant de le poursuivre, mais en fait ne l'attrape pas, parce que c'est un système qui est bien monté entre les enfants et le gardien. Le gardien qui poursuit l'enfant sans jamais l'attraper. Et l'enfant va tout simplement entrer en classe. Mais c'est assez grave, hein? C'est quand même assez grave. Et parce qu'il reproduit exactement ce qu'il a vu faire lorsqu'il est dans un cargo ou dans un taxi, comme disait M. Soum. C'est quand même assez grave. Quand même. Et Emmanuel Ngouaba fait très bien de relever ce genre d'acte, de décrier ça sur ce plateau. Maître Mongé, vous voulez intervenir? Je voulais revenir parce qu'effectivement, tel que c'est parti, on risque de croire qu'il n'y a que la corruption dans le domaine, le milieu scolaire. Non, on parle du milieu scolaire aujourd'hui. Oui, tout à fait. Mais je voudrais dire que, revenant aux généralités, la corruption, en fait, c'est quoi? C'est le contournement de la loi. Vous savez, la société, surtout nos sociétés où on dit que nous sommes dans des états de droit, on doit respecter la loi, qui part de la loi fondamentale jusqu'au simple circulaire. Et donc, tout citoyen, avec nos principes, les grands principes des droits, que sont l'égalité de tous les citoyens, que sont la libre concurrence, par exemple, on doit respecter la loi. Or, la corruption est comme un court-circuit qui permet à certaines personnes de contourner la loi et, ce qui est encore plus grave, de fouler aux pieds les valeurs morales. Et pourquoi la corruption en milieu scolaire, il me semble, par rapport aux autres corruptions, est dans le creuset, la plus grande corruption, parce que l'école, telle que nous l'avons définie la dernière fois, c'est là où on forme les valeurs, c'est là où on forme l'éthique, l'homme de demain. Et donc, si la corruption entre à l'école, c'est la société entière qui en perd. C'est pour ça que ce thème, pour moi, est plus intéressant que si on parlait d'une corruption chez les policiers ou chez les magistrats ou à l'hôpital, etc. À l'école, c'est extrêmement grave. Parce que là, il s'agit quand même des enfants, des jeunes et de l'avenir de demain. Au-delà de l'avenir de demain, Audrey, il y a même la société de demain. Puisque ici, vous entendez parler des beaux-arts assassinés. Il y a des enfants qui ne pourront pas entrer au CUS, pourtant ce seraient des meilleurs médecins, tout simplement parce qu'à l'entrée, certains ont eu de l'argent pour y entrer. Et donc,
la corruption est à combattre à 100% à l'école. Alors, c'est vrai que Emmanuel Ngouaba a commencé à donner des exemples, hein, mais je voudrais que M. Somo, vous nous présentiez quelques cas pratiques, hein, quelques exemples pratiques de corruption, particulièrement en cette période de corruption en milieu scolaire, particulièrement en cette période de rentrée. Oui, à cette période de rentrée, ça, il faut le dire. Je crois que tout ce que je peux dire ici, c'est pas pour indexer qui que ce soit. Nous partons des observations de la société dans laquelle nous, en tant que responsables de cette société, parce que Maître Bondier l'a dit, dès lors que la corruption a intégré le milieu scolaire, le verre est dans le fruit, comme on disait tout à l'heure. Ça veut dire que, en fait, nous sémons une graine qui est déjà pourrie à la base, et plus tard, nous ne pouvons en récolter que le désastre. Ça, c'est une évidence. Bien, maintenant, en cette période de rentrée scolaire, il est clair qu'elle est caractérisée par une sollicitation massive d'un ensemble de services. Bon, il y a d'un côté des personnes dont le devoir est de rendre service, c'est-à-dire ceux qui sont des responsables de l'éducation. Nous parlons des directeurs d'école, nous parlons des enseignants, nous parlons des proviseurs, nous parlons des délégués, bref, jusqu'au ministre. C'est des personnes que l'État ou la société en général a placées à certains postes de responsabilité pour rendre service à ceux qui vont les solliciter, c'est-à-dire les enfants, c'est-à-dire les parents, c'est-à-dire l'État qui a placé ces gens et qui, en retour, attend un certain nombre de résultats. Alors, ici, entre ces deux types de partenaires, que sont d'un côté les responsables de l'éducation et de l'autre les parents et autres, l'État y compris, il y a une réglementation bien établie. Je veux dire que lorsque un enfant doit intégrer un lycée, il y a une démarche réglementaire à suivre. On sait qu'en classe de 6e, il y a un concours. On sait que ce concours est également exigé. Je parle là sous le contrôle de mon frère Emmanuel, qui sait très bien que même dans les classes intermédiaires, il est demandé qu'un concours soit organisé par niveau pour pouvoir procéder au recrutement des enfants qui ont le mérite de l'être. Ça veut dire que le recrutement dans les établissements publics s'appuie sur le mérite. C'est vrai qu'il y a d'autres contingences et d'autres circonstances qui peuvent faire qu'on contourne le mérite. Alors, un exemple de corruption, en général, dans le recrutement des enfants dans les écoles, c'est lorsque un des responsables, n'est-ce pas, passe outre la procédure réglementaire de recrutement de l'enfant pour solliciter plutôt un monnayage. Un monnayage, c'est une forme de corruption, mais il n'y a pas que le monnayage. Il n'y a pas que le monnayage. Lorsque quelqu'un, sur la base d'une relation privilégiée, rend service, parce que Maître Bondier est avocat, moi je suis chef d'établissement, il vient me voir, je me dis, j'ai un procès qui va intervenir dans quelques jours et que j'aurai besoin de Maître Bondier pour plaider ma cause auprès des tribunaux. En ce moment, je lui rends un service qui est de recruter son enfant. Il y a ici une forme de corruption qui n'est pas matérialisée par un monnayage, mais en réalité, il y a comme un trafic d'influence, une exploitation quelque part qui fait que c'est une forme également de corruption. Ça, ça peut se vérifier dans les établissements secondaires, les établissements primaires, et même au milieu universitaire, n'est-ce pas, où certains établissements, et là encore c'est bien pire, lorsque certains établissements où l'accès se fait par voie de concours, on vous dira, attention, il y a un tuyau par lequel il faut passer. Moi, je reçois tous les jours dans mon service, parce que mon service se situe en interface, c'est-à-dire que je suis entre ce qui se fait dans le secondaire et ce qui se fait à l'université. Donc forcément, les jeunes qui arrivent du secondaire passent par mon service pour intégrer. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je reçois un enfant. Il me dit, monsieur, je voudrais faire le concours d'entrée dans votre établissement. Je dis, ok, allez chez tel. Il va vous donner tous les formulaires et toutes les informations nécessaires pour cela. Revenez vers moi si d'aventure vous avez un problème. Il revient avec ses formulaires à main. Je suis persuadé qu'il y a un élément qu'il ne comprend pas et pour lequel il sollicite une explication de ma part. Mais non. Papa m'a dit qu'avant de partir, il faut que je revienne avec votre numéro de téléphone.
bien Oui. avertis, nous savons déjà que, attends, ça sent déjà le roussi. Lorsque tu es bien gentil, tu peux lui donner le numéro de téléphone, mais tu attends à recevoir un appel d'un parent qui veut demander un conseil. Un conseil pour essayer de savoir comment... Non, l'appel qui vient, est-ce qu'on peut se retrouver, est-ce qu'on peut déjeuner, et quand vous acceptez de déjeuner, ça devient comment on fait dans cette histoire. Vous voyez que ici, la corruption s'est érigée comme un mode de vie incontournable. C'est-à-dire que vous avez des personnes qui vous disent, par exemple, que pour accéder à une école de formation, telles que les écoles de santé, les grandes écoles comme l'IUT, l'ENSET, l'ESSEC, je vois Polytechnique et tout par là, pour y accéder, il faut forcément passer par un canal qui est établi. Oui. Cela est très grave. Bon, naturellement, on ne peut pas le détruire comme ça d'un coup de passe-passe. Mais il faut quand même qu'on comprenne déjà que cela est une réalité. Oui, et on a comme l'impression que c'est normal. Hein. Cela est une réalité. Ça ne choque personne. Ça semble ne pas choquer personne, alors qu'il n'y a absolument rien de vrai dans tout ça. Voilà, je vais prendre un cas pratique. Alors, si moi j'ai mon fils qui va entrer en 6e et j'ai mon frère qui est proviseur d'un établissement, alors si je vais voir mon frère pour dire, bon voilà, ton neveu... Hein, il a eu son CEP, il va entrer en 6e, et si c'est un établissement dans lequel on n'entre pas voie de concours, je lui dis, bon voilà, ton neveu, il doit entrer en 6e, pas besoin de faire un concours, c'est ton neveu, c'est ton fils, bah, mets-le en 6e. Est-ce que là, on parle de corruption? Est-ce que c'est un acte de corruption? Parce que je voudrais comprendre. Je voudrais répondre par un exemple précis. Oui. Oui. Si vous aviez lu le livre de Chinua Achebe, No Longer at Ease, de ce monsieur, effectivement, qui avait fait des études à l'étranger grâce aux apports des villageois, donc de ses parents, qui avaient cotisé pour l'envoyer à l'extérieur. Quand il revient, on lui donne un poste de bourse. C'est-à-dire que c'est lui qui, du moins, examine les dossiers de ceux qui doivent aller à l'étranger. Et donc, on a envoyé un comité du village pour quelqu'un de ces villages qui ne remplissait pas les conditions, mais dont on lui demandait de tout faire pour qu'il aille aussi à l'étranger. Valeur morale intrinsèque, il a dit, il ne remplit pas les conditions et ne part pas. Et on lui a rappelé que si lui, il est là aujourd'hui, c'est parce que les villageois avaient cotisé pour qu'il aille. Il s'est rappelé de ça et il a envoyé cet enfant, mais malgré lui, le contrôle est venu, il a été attrapé et on l'a mis en prison. Oui, donc cela veut dire que quoi? Cela veut dire, en fait, je voudrais imaginer par là que ce n'est pas parce que c'est votre oncle que forcément il doit piétiner les textes. D'accord. Il peut vous aider autrement. Oui, mais est-ce que c'est pour revenir à l'exemple que moi j'ai pris, est-ce qu'on parle dans ce cas-là de corruption? Parce que moi, je voudrais bien comprendre, et je suis sûr que les téléspectateurs aussi, si j'ai mon frère qui est proviseur d'établissement et je lui dis, voilà, généralement pour entrer dans cet établissement, on fait des concours, je lui dis, bon voilà, ton neveu a eu le CEP, il faut que tu le mettes en 6e, parce que c'est ton fils. Pas besoin de faire de concours. Est-ce que là, on parle de corruption? De corruption, si le met en 6e, ça respecter le cadre. Ça veut dire que si l'enfant n'a pas fait de concours, parce que j'ai bien dit que c'est un établissement où on n'entre pas voie de concours, s'il n'a pas fait un concours, on parle de corruption. Tout à fait. D'accord. Oui, mais on parle de corruption. Moi, c'est vrai que je voudrais mettre dans le même panier la corruption et le trafic d'influence et un certain nombre de choses qui peuvent se faire. Mais dans le cas spécifique que vous soulevez, il est clair que nous devons nous limiter à penser que, comme Maître l'a dit, la corruption est un contournement des dispositions légales avec, au fond, ou non, un monnayage. Le monnayage, le fait qu'il y ait un monnayage n'est pas l'élément fondamental qui fait d'un acte un acte de corruption. Parce qu'on peut ne pas avoir cet argent. Mais c'est une forme d'investissement. Bon, vous allez appeler ça du tribalisme, vous allez appeler ça du népotisme, du favoritisme. Et dans tous les cas, tout cela sont des actes de
De corruption. De corruption. C'est-à-dire que tout ce qui n'est pas conforme... que c'est son neveu. Oui. Oui. Pour atteindre son moral. Oui. C'est-à-dire pour lui dire, si vous ne le faites pas, demain je dirais, vous n'avez pas fait quelque chose pour votre neveu. Voilà. Ça, Vous atteignez un peu pour sa être plus conscience. simple, on peut parler de corruption morale, si vous voulez. Voilà, Appelons ça comme ça, une corruption Dans tous les morale. cas, c'est de la corruption. C'est de la Que corruption. ce soit une corruption morale Il ou doit alors, rappeler les c'est de la conditions. corruption. Oui. C'est ce qu'on retient. Oui, oui. Alors, la corruption a toujours, en milieu scolaire, a toujours existé, on est bien d'accord. Hein, mais pensez-vous, hein, Emmanuel Ngouaba, qu'elle est plus présente aujourd'hui qu'hier? Non, lorsque vous dites que la corruption a toujours existé, là, je ne suis pas d'accord. Parce qu'il y a des choses qui ont toujours existé. Oui. Il y a, par exemple, le fait que les enfants ont souvent été paresseux. Quand on dit que les enfants aujourd'hui sont paresseux, là, je ne suis pas d'accord. Je dis que la dernière fois, on a parlé d'un débat sur l'école aujourd'hui Et hier. et hier. Bon, Alors, la corruption date d'aujourd'hui? Non, la En milieu corruption, scolaire, ça date d'aujourd'hui? la corruption en milieu scolaire Oui. ou en milieu éducatif Oui. a pris vraiment des proportions inquiétantes Oui. à partir des années 93-94. Oui. Je pense que si vous essayez Mais avant toutes les ces années-là, enquêtes, toutes les enquêtes elle et existait toutes les bien, analyses, parce que Emmanuel ici- Ngouaba, est-ce qu'elle ici- existait avant? Non. Lorsque j'essaie de lire les livres sur Oui. l'histoire du Cameroun, Oui. parce que j'ai la chance de lire beaucoup de livres sur l'histoire du Cameroun depuis la période des Allemands. Oui. Parce que vous savez que les Allemands sont arrivés au Cameroun, ont commencé, et dans les années 93-94, avec la fin de la Première Guerre mondiale, Oui. jusqu'à 2016, je veux dire 1916, Oui. les Français, le Cameroun a été partagé entre les Français et les Anglais. Donc j'essaie de lire tout ça et je dis, à cette époque-là, dans la littérature, on ne constate pas que le milieu scolaire ou le milieu éducatif était vraiment infesté par la corruption. On ne le constate pas. Et je peux également, en plus de la littérature, prendre des faits, parce que j'étais élève. J'ai été élève dans les établissements camerounais. Déjà dans les années 75 et plus tard au lycée, parce que j'ai eu mon bac en 88. Non, il n'était pas possible à cette époque-là de parler d'une histoire de 50 000. Ça n'existait pas du tout, ou de 100 000. Mais aujourd'hui, ça existe partout, dans Cameroun Tribune, je ne parle même pas des journaux privés, parce que les journaux privés, bon, c'est leur tasse de thé. Mais je dis Cameroun Tribune. Quand Cameroun Tribune prononce des chiffres de 50 000, de 100 000, là, ça veut dire que même la corruption dans les grandes écoles, j'ai lu ça dans Cameroun Tribune, où on disait... Accès aux grandes écoles, Cameroun Tribune, les dés sont-ils pipés? Bon, les journalistes m'ont appris que quand il y a point d'interrogation, généralement, il faut tout simplement enlever le point d'interrogation pour voir en fait ce que le journaliste veut dire. Donc je dis, à cette époque, et je me souviens même en 88, lorsque j'obtenais mon concours d'entrée à l'école normale, non, pas du tout. Pas du tout. Nous autres, parce que vous pouvez même voir, c'était facile. Regardez à cette époque-là, les fils de paysans avaient accès au CUS. Ce qu'on appelle aujourd'hui faculté de médecine. Oui. Les fils, on pouvait avoir l'enfant. Et même regardez ceux qui nous dirigent aujourd'hui. Beaucoup étaient des fils de catéchistes, beaucoup étaient des fils de paysans, des fils de... Ouais, mais aujourd'hui, quand vous allez à l'EMIA, quand vous allez à l'école, bon, peut-être l'ENAM, et un peu, dans une certaine mesure, l'école normale, est-ce qu'il est facile pour l'enfant du paysan de Guilmedouga? Est-ce qu'il est facile pour l'enfant de Ben Sikiner? Est-ce qu'il est facile pour l'enfant de la Bayamselam d'Okola aujourd'hui que son enfant entre à l'EMIA ou bien à la faculté de médecine? Je ne suis pas très sûr. Pourtant, à l'époque, nous sortions du fin fond du village et on se retrouvait à Yaoundé, on était même perdus, on ne savait même pas comment traverser la route. Mais on allait tout seul, présenter le concours, faire l'oral. On était accompagné par personne et on avait notre concours. Mais aujourd'hui, quand vous allez dans des écoles, quand vous allez dans des salles, vous voyez comment il y a des gens qui sont là tout autour. Je me souviens la dernière fois, il y a un jeune homme qui allait faire un recrutement de militaires. Oui. Et lorsqu'il est revenu faire ce recrutement, il m'a rencontré, il m'a dit, cher grand frère, vraiment, vous n'avez encore rien dit. Parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. Après, parce qu'il a vu comment, lors du recrutement des gendarmes ou gendarmes militaires, il y avait des grosses voitures qui garaient, il y avait des enfants qui descendaient, qui étaient tout simplement, qui faisaient juste un petit tour de 3-4 minutes, et on relevait juste l'identification, et c'était terminé. Alors qu'il y a des gens qui passaient 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, et à la fin, même le nom ne sont. Donc je dis, la corruption en milieu scolaire coïncide bien, en fait, je veux dire, la proportion, ou encore l'allure, la tournure qu'elle a prise, coïncide bien avec, comment j'allais dire, cette situation de précarité dans laquelle les fonctionnaires camerounais, n'ayant pas peur du mot, ont été plongés dans les années 93 avec 2 baisses de salaire et en 94 avec la dévaluation du franc CFA, ce qui fait qu'il y a des revenus qui ont été divisés pratiquement par 3.
Parce que lorsqu'on va parler d'un lycée, c'est un fonctionnaire. Lorsqu'on va parler de l'école normale, c'est un fonctionnaire. Lorsque vous allez parler de l'INSEP, c'est un fonctionnaire. Vous allez voir qu'en fait, mais je dis par le passé, il existait cette corruption dans les marchés publics, dans les grandes sociétés multinationales. Oui. Ça a toujours existé, même en Europe, ça existe. Oui. Mais la corruption à l'école, même dans les livres sur l'école en Europe, je n'ai pas vu ça. La corruption à l'école, parce qu'on se dit, c'est quand même l'élément de base de la société, cet enfant qu'on est en train de former. Oui. Et je pense que les autres sont là pour compléter ce que je dis. Donc pour moi, la corruption dans le milieu scolaire a pris vraiment des proportions inquiétantes. Je ne sais pas si vraiment ça existait avant, mais je dis de mon expérience d'élève, avant 84. Et déjà même, j'ai bien vécu ça à l'école normale, parce qu'à l'école normale, j'entre en 88. Mais je dis en 93. Le directeur qui arrive à l'école normale en 93 est complètement différent des directeurs qui étaient à l'école normale en 88 et 92. Donc vous sentez bien que dès que le fonctionnaire camerounais a été victime de cette situation, mais les conséquences étaient immédiates parce que le directeur dont je parle, qui est arrivé en 93, Norbert Ndong, je n'ai pas peur que je cite son nom puisqu'il est en prison. Il est en prison. Une fois qu'il avait pratiquement, comment j'allais dire, démocratisé l'achat des places à l'école normale, plus tard, il s'est retrouvé directeur de l'enseignement supérieur, mais a encore continué la même corruption avec les frères de BTS. Et le ministre de l'enseignement supérieur, a frappé du poing sur la table. Et ce monsieur est allé en prison. Voilà. Donc c'est pour dire que c'est des faits. Je voudrais faire un bémol par rapport à mon ami Emmanuel et frère pour dire, bon, enfin c'est vrai que il a sa liberté qui lui permet d'aller au-delà de certaines proportions. Bon, mais toute proportion gardée justement, étant sur un même plateau de télévision, moi je peux peindre le professeur Norbert sous un autre prisme, parce que je l'ai également connu pour être passé également, pour être passé également par cette école, et que nous ne pouvons pas nous faire une querelle autour de l'identité d'un individu. Est-ce qu'il a été condamné ou non? Bon, peut-être pour des faits différents, de la corruption, pour des faits différents que des faits de corruption. Mais maintenant, ça c'est pas le plus important. Je voudrais dire, pour aller un tout petit peu dans le même sens qu'Emmanuel, je voudrais simplement dire que il y a à la fois le contexte. Parce que pour répondre à la question de savoir si la corruption au milieu scolaire est plus présente aujourd'hui qu'hier, il faut tenir compte du contexte. On part dans une école classique dans laquelle l'offre en matière d'éducation est pratiquement supérieure à la demande. L'école, avant certaines années, est pratiquement une contrainte. Du coup, c'est-à-dire pour envoyer votre enfant au lycée, c'est à peine on venait vous supplier au quartier, vraiment il faut amener l'enfant, il faut que les enfants viennent à l'école. Et du coup, certains problèmes tels que la concurrence pour des places à l'école ne se posent pas. Bon, au fur et à mesure qu'il y a eu une certaine poussée démographique, il y a eu une inversion. L'infrastructure en matière d'éducation n'a pas été à la mesure de la poussée démographique. Conclusion, la demande en matière d'éducation est devenue plus forte que l'offre. Et conclusion, la concurrence et toute la recherche des autres pistes est arrivée. Et cela a coïncidé avec un autre fait majeur, n'est-ce pas, les déboires économiques de notre pays, notamment en matière d'éducation, avec la baisse drastique des salaires, y compris des salaires des responsables de l'éducation, qui peuvent d'une façon ou d'une autre recourir à certaines méthodes pour essayer de maintenir un certain niveau de vie. Donc le concours de cet ensemble d'événements a fait que aujourd'hui, nous pouvons dire avec certitude que même à l'époque où l'offre était tellement grande, il y a toujours eu des personnes qui allaient dans des quartiers dire aux personnes « il faut envoyer votre enfant à l'école, mais pour envoyer votre enfant à l'école, il faut payer quelque chose. » Et ce quelque chose qu'on payait rentrait dans leur poche et ne rentrait pas. Les corrupteurs ont toujours existé. Sauf qu'au fur et à mesure qu'on progressait, comme j'ai dit tout à l'heure, le phénomène a pris de l'ampleur. Je crois qu'aujourd'hui, on peut dire que nous avons atteint le paroxysme. On ne peut pas atteindre plus haut niveau que celui que nous avons atteint à ce moment. Actuellement, voilà. Alors, Maître Bondje, vous voulez intervenir sur la même question? Oui, je voulais, bon, si vous avez une autre question, mais je voulais tout simplement dire, pour partir, que la corruption est comme la prostitution. C'est des choses qui existent depuis la naissance du monde. Oui, depuis la nuit des temps. Parce que, vous savez, les valeurs morales
c'est l'idéal. C'est-à-dire bien se comporter, respecter l'autre comme nous dit la Bible. Hein. Aime ton prochain comme toi-même, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Mais les hommes, dans les statuts, ne respectent pas toujours ces valeurs morales. Et à partir de cet instant, il y a des actes que les hommes posent qui ne sont pas toujours des actes dans le bon sens. Et comme les autres l'ont indiqué, ça a pris des proportions aujourd'hui qui inquiètent. C'est-à-dire qu'ils peuvent même faire de telle sorte que notre société s'éteigne. Surtout en milieu scolaire. Que veut l'école? Vous savez, on l'a indiqué ici à l'une de nos émissions, à de vos émissions, effectivement qu'il y a des gens qui naissent avec la cuillère en or. Et l'école, donc, nivelle ces inégalités de naissance en permettant aux autres qui n'ont pas pu tout avoir à leur naissance de pouvoir s'intégrer dans la société en acquérant des valeurs. Et une formation les permettant justement de pouvoir gérer leur vie demain. Or, il se trouve donc que dans ce milieu de formation, qui doit donner l'égalité des chances à ceux qui n'ont pas pu de leur naissance l'avoir, on vient encore y mettre un élément qui fausse les données. C'est-à-dire que ces enfants-là, qui ne peuvent pas, par exemple, postuler à un concours, comme il dit, l'offre étant plus petite que la demande, on arrivera donc à instituer une société de mécréants. Parfois, excusez-moi le terme, d'imbéciles. C'est-à-dire qu'au lieu qu'on ait les meilleurs qui gèrent la société, on aura ceux qui auront de l'argent ou des connaissances. Et c'est là où le bas blesse lorsque la corruption entre en milieu scolaire. Alors, Maître Bondje, il y a des établissements scolaires ou même des structures universitaires reconnues, je ne vais pas les citer, reconnues de tous comme étant des structures où sévit ce fléau-là. Mais rien n'est fait. Alors, peut-on parler de laxisme de la part des autorités ou alors de complicité même? Parce que tout le monde sait que dans tel établissement, voilà, pour entrer dans cet établissement, il faut donner telle somme au proviseur ou alors au recteur. Mais rien. Oui, Maître Bondje va d'abord répondre. Ensuite, vous allez répondre. Mais Maître Bondje d'abord. Donner mon avis. Oui, il va donner son avis. Il ne faut pas se limiter au microcosme de l'établissement scolaire. C'est toute l'organisation sociale qui est mise à jeu. Ici, on va parler des valeurs de gouvernance, de démocratie. Je vous ai parlé de l'état de droit. Ceux-là même qui sont nommés, comment on les nomme? Ça veut dire que tout part de là. Ceux qui sont recrutés dans une école, comment on les recrute? Qui les recrute? Est-ce que le pouvoir de nomination s'y est encore aujourd'hui avec tous ces développements? Est-ce qu'il ne faudrait pas quitter le monde enseignant et allier aussi le monde civil, les autres qui sont loin de ce monde enseignant? Parce qu'aujourd'hui, on va vers la participation de tous pour une société meilleure de demain. Et donc, on remet en question même le fonctionnement global de la société. C'est lui qui est nommé, qui nomme. Comment il nomme? Est-ce qu'il n'y a pas déjà une corruption dans la nomination? Moi qui suis proviseur aujourd'hui, on m'a nommé parce que je suis allé corrompre celui qui nomme. Ne me demandez pas que je ne puisse pas récupérer avec mon pouvoir de proviseur. Donc, moi, je crois que c'est structurel. C'est un peu structurel. Je vais donc donner la parole à Emmanuel Mbouaba. Parce qu'il a sûrement des choses à nous dire. Oui, je vous ai dit que nous sommes très suivis. Nous sommes suivis par les responsables de la CONAC. Ça veut dire qu'il faut les aider à pouvoir démêler le chevaux. C'est comme ça qu'on dit. Parce qu'en fait, lorsque je vais prendre là où Maître a chuté. Parce qu'il a parlé du problème du système et de nomination. Et je dois vous dire que nous avons mené une enquête sur 32 proviseurs. 32. Une vingtaine à Yaoundé et une dizaine à Douala entre 2000 et 2008 à Yaoundé et entre 2009 et 2013 à Douala. Et nous avons suivi des proviseurs dans 2, 3, 4 établissements distincts pour être sûr qu'on ne s'est pas trompé. Nous avons écouté les élèves, nous avons entendu les enseignants et nous avons entendu les parents d'élèves. Et ce qui est curieux et même extraordinaire, c'est peut-être un miracle, c'est que le plus corrompu de notre liste a été nommé ministre de la République. C'est pour répondre à Maître que comment ça se passe au niveau. Bon, je ne vais pas donner son nom. Parce qu'il ne faudrait pas que. Ça vous convient. Tout à fait. Donc, là, je ne vais pas donner son nom. Bon, non, ça va continuer. Alors, je disais, comment est-ce qu'il y a des établissements où
les gens disent dans les quartiers, dans les médias, que ces établissements sont les plus corrompus, mais ces proviseurs ou ces directeurs ou même ces responsables sont toujours en place. Mais c'est justement parce que la preuve de la corruption est difficile à établir. C'est tout le problème. Parce que vous n'allez pas aller au niveau de l'administration, dire à un délégué régional ou dire au ministre, enseignement supérieur, ou enseignement secondaire, ou éducation de base, que tel directeur est corrompu. Non, vous n'allez pas le dire. Il faut établir les preuves. Et c'est toute la difficulté. Je vais déjà vous verser quelques éléments. Mais il y a des listes dans les lycées qui viennent de la mairie. Mais les listes qui viennent de la mairie et qui atterrissent au lycée de Bonabéry, lycée Blaine de Bonabéry, ou au lycée Blaine d'Edo, et il y a 10 noms ou 15 noms là-dedans. Mais est-ce que vous savez comment est-ce que les collaborateurs du maire ont fait pour avoir ces dossiers? Mais tout ça, à la fin, retombe sur la personne qui va inscrire ces noms, c'est-à-dire le chef d'établissement. Moi, j'ai pris l'exemple de la mairie, j'aurais pu prendre l'exemple de la préfecture. Et même au niveau de la mairie, lorsque les noms arrivent, mais le chef d'établissement qui reçoit 50 bancs, ou 100 bancs, ou 200 bancs du maire, vous voyez, pour lui, il est difficile de recevoir cette liste. Mais il ne peut pas aller savoir est-ce qu'il y a eu des monnayages ou non. Donc, c'est vrai au niveau de la mairie, c'est vrai au niveau de la préfecture, c'est vrai au niveau des services. Je ne parle pas des services éducatifs, délégations départementales et régionales, parce que là, c'est un acquis. Lorsque les listes viennent des délégations de l'éducation, ça passe automatiquement. Mais moi, je parle des autres services. Vous voyez donc que c'est extrêmement compliqué à établir. Il y a des gens qui vont voir peut-être leur beau-frère ou leur homme qui est commissaire, qui vont lui donner un dossier, ou même 2 dossiers. Bon, je ne dis pas qu'il y a quelque chose, mais dis qu'il lui donne des dossiers. Je ne sais pas s'il y a des choses là-dessous. Maintenant, lorsque le commissaire vient présenter le dossier au proviseur, mais qui est celui qui aide le proviseur à établir la sécurité? C'est le commissaire. Vous voyez donc que le proviseur qui a envie d'avoir une bonne collaboration avec le commissaire, avec le commandant de brigade, prend 2, 3, 4 dossiers du commissaire, 2, 3, 4 dossiers du commandant de brigade, mais sans savoir comment ces dossiers ont été négociés dans le quartier. On peut ça parler fait donc dire qu'à la fin, de la collaboration administrative qui est indispensable pour le bon fonctionnement avec ta permission. Oui, parce que si dans un environnement donné, un proviseur qui a des responsables de l'administration qui sont affectés récemment, qui viennent quand même à un moment donné. Il faut bien que avec qui ils travaillent il faut bien que ces personnes, ces enfants soient dans l'établissement de la localité. Là où nous voulons nous attaquer particulièrement et là où nous ne sommes pas d'accord, c'est cette forme d'intégration qui ne respecte aucune éthique. Qui ne respecte aucune norme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un autre élément de preuve, un autre élément que de l'argent pour motiver le recrutement d'un enfant. C'est ça. C'est-à-dire que le recrutement doit se faire par le mérite. S'il ne l'est pas par le mérite, ça doit l'être par l'ensemble des contingences que nous avons évoquées tout à l'heure. Si ça ne l'est pas, nous ne pouvons pas établir la responsabilité d'un chef d'établissement qui reçoit un dossier parce qu'un collaborateur d'un maire a perçu de l'argent et est venu, il n'a pas transmis cet argent au maire. C'est-à-dire que lui, il a perçu, il a utilisé la relation qu'il a. À partir de ce moment, ce sera très, très compliqué de parler de la responsabilité des chefs d'établissement. Je ne sais pas si... Je dis donc qu'il est difficile d'établir la preuve. Je voudrais revenir pour dire que... Rapidement, parce qu'on va prendre le box. Oui, tout à fait. Je voudrais dire tout simplement qu'il n'y avait pas corruption. Le fait de prendre les dossiers d'un collaborateur ou autre. Mais la corruption commence... Il y a des moments où des gens remettent des dossiers à des personnes externes, soit par de l'argent, mais quand lui vient, il utilise le fait de la collaboration pour faire passer les dossiers. C'est pour ça que j'ai dit que le proviseur, à ce moment-là, il n'est pas dans le jeu du corrupteur ou du corrompu. Mais le véritable problème, c'est lorsque, par exemple, le proviseur, sachant par exemple que le dossier qu'on lui a donné est un faux dossier, par exemple, il y a des faux actes de naissance, il est conscient de ça, mais il se dit il y a des faux bulletins, mais il se dit que comme c'est mon collaborateur, il faut que j'accepte. Là, il y a corruption. Par exemple, cette dame-là qui va mettre son enfant à la CIL à 3 ans, alors qu'il est interdit qu'un enfant de 3 ans puisse faire la CIL, il y a corruption. Oui. Alors, puisqu'on est toujours dans des cas pratiques, on n'a pas évoqué le cas de ces parents qui... l'enfant n'a pas eu la moyenne qu'il fallait pour aller en classe supérieure, mais le parent va voir le proviseur
ou alors le responsable d'établissement pour que son enfant aille en classe supérieure. En échange de quoi? En échange d'une enveloppe d'argent. C'est un peu cet exemple-là que vous avez pris, tout à l'heure. Mais on va d'abord marquer une pause, si vous le voulez bien, chers panélistes. On va revenir, on aura encore 30 minutes, on espère bien. Que pensez-vous de la corruption en milieu scolaire? C'est la question que nous sommes allés poser à l'homme de la rue. Je vous propose de regarder cet élément et nous, on se retrouve juste derrière. C'est le Vox Pop. Est un mal généralisé dans toute la société. Pourquoi voulez-vous partager le milieu scolaire? Le milieu scolaire fait partie du monde, ça ne fait pas de notre société. Mais maintenant, faut-il encore qu'on comprenne que le milieu scolaire doit être indemne, n'est-ce pas, des maux de la société, parce que c'est là où on donne l'éducation et l'enseignement. Et je tiens à faire un distinguo. L'éducation, c'est pour former l'être humain à pouvoir assumer un métier, alors que l'éducation, c'est pour former l'homme honnête. Voilà, c'est pour ça que je combats particulièrement la corruption dans le milieu scolaire. Que ce soit en milieu scolaire ou dans tous les milieux, elle n'est pas une bonne chose. Elle n'existe pas seulement en milieu scolaire. Dans tous les milieux, la corruption existe. C'est un phénomène qu'il faut condamner. On n'a pas à attendre que ce soit en milieu scolaire qu'on condamne. Il faut le condamner avec la dernière énergie, quel que soit le milieu. Oui, la corruption en milieu scolaire, moi je pense que ça ne va jamais finir parce que, nous n'avons pas d'abord des écoles au Cameroun et de deux, le gouvernement accepte n'importe quoi. Parce que dans les lycées, par exemple, moi qui vous parle, je suis allé me renseigner pour que mon fils fréquente dans un lycée, on m'a demandé 100 000. 100 000 francs. Moi j'étais dépassé, j'étais obligé de le renvoyer dans un collège privé. Donc, c'est déjà un signe de corruption quand on me demande 100 000 francs. Vous-même, vous voyez. Moi, je pense que c'est tout ce que j'ai à dire pour la corruption. Ça ne va jamais finir tant que le gouvernement ne mettra vraiment pas sur pied les hommes qui peuvent vraiment travailler et qui aiment ce pays. Je pense que la corruption en milieu scolaire peut être éradiquée au niveau du traitement salarial des enseignants, puisqu'il faut comprendre que ce sont les enseignants qui forment les grands hommes de ce pays. C'est-à-dire qu'il faut essayer de mieux les payer à la base pour qu'une éducation soit vraiment très bien donnée à nos enfants. Je prendrai l'exemple, il y a des parents qui vont directement voir des enseignants essayant de leur monnayer, de leur donner un peu des petits pourboires pour que leurs enfants soient bien suivis dans leur salle de classe au niveau des devoirs à la maison, même au niveau de la classe. Bon, ben, là, ça veut dire que ceux des parents qui ne le font pas pour leurs enfants, qu'adviendra-t-il de leurs enfants alors qu'ils ont payé la scolarité et tout? Bon, je pense que pour moi, la corruption peut être éradiquée dans ce domaine si les enseignants sont bien payés et mieux payés. Les sociaux sont impliqués parce que ce n'est pas seulement un problème d'enseignants ou d'élèves, mais ça concerne également les parents, les professeurs. Donc tout le monde doit s'impliquer afin de bannir ce système parce que c'est un mal qui est en train, qui concerne toute la société. Oui, je voulais donc dire que la corruption en milieu scolaire est certaine et elle est vraie parce que tout le corps enseignant n'est pas bien payé. Et il faut que le gouvernement revoie la statut des enseignants. Parce que c'est eux qui sont les éducateurs. C'est eux qui doivent être bien encadrés. Donc ce qui fait que nous sommes désolés. En ce qui concerne la corruption en milieu scolaire, je dois d'abord dire que ça commence dans les bureaux. Quand je dis bureau, c'est-à-dire les responsables des écoles, les enseignants, ensuite les élèves. Et pour combattre cela, il faut d'abord commencer dans les bureaux, c'est-à-dire si un élève n'a pas le moyen d'entrer dans un établissement, il n'a pas besoin de passer par la corruption ou de choco, comme on dit souvent, pour se faire recruter. Et les élèves qui soudoient leurs professeurs pour avoir des notes, pour qu'on les fasse passer dans les classes supérieures. Et je ne pense pas que ça va aller aussi facilement parce que déjà il faut commencer dans les bureaux, c'est ce que je vais préciser, dans les bureaux d'abord. Oui, je pense que la corruption en milieu scolaire émane, n'est-ce pas, de beaucoup de facteurs. Je prends d'abord, premièrement, le facteur, n'est-ce pas, de la pauvreté. Et l'élève a mis en tête que s'il n'est pas à l'école, il doit, n'est-ce pas, acheter le point pour dans tous les moyens pour qu'il obtienne vraiment n'est-ce pas, la réussite. Or, de deux, le professeur lui-même ne devrait pas céder, n'est-ce pas,
aux caprices de l'enfant qui vient, n'est-ce pas, lui présenter de l'argent parce qu'il veut les points pour aller en classe supérieure. Et comme le professeur, lui, il trouve que vraiment, en enseignant, il n'a pas un bon salaire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il trouve vraiment, il crée des voies et moyens en milieu scolaire pour, n'est-ce pas, prendre de l'argent pour pouvoir, n'est-ce pas, résoudre vraiment ou joindre ses deux bouts dans la vie. Moi, je me dis, auparavant, la corruption n'existait pas en milieu scolaire, puisque l'élève avait en tête, n'est-ce pas, d'être un exemple vraiment dans la vie sociale. Soit être directeur, soit être ministre, soit être un président. Mais aujourd'hui, l'élève met en tête qu'il part à l'école, quel qu'en soit le cas, il faut qu'il doit passer l'examen parce qu'il veut être une personne qui doit avoir de l'argent, quel qu'en soit le résultat. Aujourd'hui, on trouve en milieu scolaire la corruption de gauche à droite. Et voire même, pendant la rentrée aujourd'hui, on voit les proviseurs, les secrétaires qui créent un peu de postes pour pouvoir arnaquer des parents. Tu vas voir, pour avoir une place en 6e, on te parle de 100 000 francs. Pour avoir une place en 5e, on te parle de 50 000. Aujourd'hui, on ne sait où on va. Tout est confondu. En milieu scolaire, ça dit qu'il n'y a pas de sérieux. Hein, le proviseur crée des réseaux. Hein, les enseignants eux-mêmes créent des réseaux. Et or, le bas peuple en souffre. Retour sur ce plateau, on va dire merci à Léopold Tchokwa qui a réalisé et même monté ce Vox Pop. Une réaction par rapport à cet élément que l'on vient de suivre. Tout à fait. Emmanuel Ngouaba et Maître Mongeon ont certainement des choses à dire. Tout à fait. Moi, je voudrais dire qu'il n'y a pas de corrupteur, il n'y a pas de corrompu sans corrupteur. Oui. Et donc, parfois, ceux qui se plaignent sont à l'origine même de la corruption, dont les parents. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé, parce que quelqu'un vous demande 100 francs pour intégrer l'école, et vous lui donnez, vous pouvez refuser. Vous pouvez même dénoncer cet acte assez supérieur à. Et je voudrais dire qu'il y a quand même des parents, parce que j'ai suivi une histoire où une maman, effectivement, sa fille aurait entretenu des relations coupables avec un de ses professeurs principaux. Mais les premiers bulletins donc, du premier trimestre et du deuxième trimestre étaient mauvais. Et la maman est surprise que sa fille lui apporte un bulletin qui dit qu'elle a brutalement réussi pour aller en troisième. Sa maman s'est rendue à l'établissement et a dit c'est pas possible. Et a demandé que sa fille, qui avait été promise en troisième, soit ramenée en quatrième. Je dis ce genre de parents, il faut les féliciter. Oui. Il y en a encore. Oui, c'est ça l'éthique. Oui. Je voudrais aussi faire regarder le travail d'intellectuels. Vous savez, ils ne sont pas nombreux au Cameroun. Il y a beaucoup de diplômés. Vous connaissez mais peu d'intellectuels. Vous connaissez que le professeur Pondy, effectivement, Emmanuel Pondy, a sorti un ouvrage sur ce qu'il a appelé lui-même des notes sexuellement transmissibles. C'est-à-dire que dans ce milieu où même les élèves, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'est toute la société. Même les élèves participent effectivement à cette corruption. Et les filles qui se disent dans la paresse et avoir les notes, utilisent d'autres moyens. Effectivement, il a dénoncé cela. Et je crois que ça, il y a une d'élèves, je crois de l'école normale aussi, qui a dénoncé un des professeurs, je crois, sur une thèse peut-être de sortie, et qui a piégé son professeur, et on sait la suite. Donc il faut que les gens se lèvent. 4 ans de suspension. Tout à fait. Il faut, pour barrer ces fléaux, il faut que les acteurs sociaux se disent, si nous ne participons pas, il n'y aura pas de corruption. C'est parce qu'on demande que forcément, il y a corruption. Nous-mêmes, nous devons dire... Chacun doit prendre conscience à son niveau. On a un téléspectateur en ligne. Bon après-midi. Comment on vous appelle? Bon après-midi. Bonjour, c'est M. Zigangoula. Bonjour à M. Somo. Bonjour à Maître Bondier. Bonjour à M. Emmanuel Ngouaba. Bonjour. Alors, en effet, si la corruption se porte si bien dans notre société, c'est parce que chacun contribue même bien consciemment à l'entretenir, particulièrement en agissant sur la conscience de son interlocuteur pour influencer sa décision. Dans nos lycées et collèges, les cas de corruption sont tellement fréquents qu'ils apparaissent comme une norme. Même concernant le milieu scolaire, on peut parler en termes de corruption morale puis de corruption matérielle. La corruption morale relève d'un cas classique, par exemple, du parent, l'élève qui trouve normal de confier son enfant à un enseignant de sa classe pour les répétitions. On ne dirait rien de mal à cela.
Mais certains parents pensent que c'est une forme de mise au point au clair avec l'enseignant concerné. Ils précisent que, entre guillemets, il est question de relever le niveau de l'enfant et non de relever ses notes. Bon, s'agissant de la corruption matérielle, il faut dire aussi qu'elle relève de l'ingéniosité des chefs d'établissement pour qui les concours d'entrée aux classes intermédiaires, c'est-à-dire entre la 5e et la 1re, se résument à une formalité. Évidemment, pour les chefs d'établissement, les candidats constituent très souvent une pépinière entre guillemets, qui est même pour le proviseur, le directeur, organisera consciencieusement le racket des parents. Bon, alors, on sait évidemment que c'est officiel, hein. Il faut débourser 100 000 francs pour entrer en 6e, 60 000 pour la 5e, etc. Mais pour terminer, j'aimerais poser une question de 3 à Maître Bondier, et je pense que M. Mbaba ou alors M. Sumo pourront y rebondir. Alors, Maître, il y a une précision légale qu'il peut se déduire de la lecture combinée des articles 1134 et 1135 du Code civil que le fait pour un chef d'établissement de percevoir illicitement ou irrégulièrement un certain montant de parents d'élèves suppose la naissance d'une obligation contractuelle de type synalagmatique, puisque l'une au moins des deux parties est consentante. Mais peut-on dire que pour ce type de contrat, en cas d'inexécution de ces termes, on tombe dans le champ d'application des délits civils indiqués aux articles 1109, 11 et 1110 et 1116 du même code, dès lors qu'il n'y a pas manquement de la part du chef d'établissement, ou alors cela relève du délit pénal. Voilà. Merci. Merci pour cet appel. Hein. Merci d'avoir porté votre contribution à ce débat. Maître Bondier. Avant que Maître Bondier, s'il te plaît, Audrey, avant que Maître Bondier ne réagisse, le temps qu'il respire hein, et qu'il mette très bien ses invités. Parce que la question était assez longue. Oui, la question était assez longue. Je voudrais au passage dire combien je suis impressionné par le niveau de culture, n'est-ce pas, de notre correspondant, de notre consultant de l'autre côté. Du téléspectateur, M. Somo. Oui, M. Zingangoula. Je voudrais être d'accord avec lui, avant que Maître Bondier ne réponde, c'est quand même surprenant, et nous l'avons vu dans le Vox Pop de tout à l'heure. Tout le monde dit, voici combien d'argent il faut donner à un proviseur. Mais c'est connu, c'est-à-dire que cela semble c'est pour ça que tout à l'heure je posais la question de savoir c'est 100 000 pourquoi francs. rien n'est fait. C'est 100 000 francs. Oui. Comment un phénomène qui est connu de tous pose toujours des problèmes de preuve pour ceux qui sont censés agir pour arrêter. Peut-être parce que personne n'a le courage de dénoncer. Voilà. Je ne sais pas, nous devons nous poser cette question. Et je voudrais, avant que lui il ne réponde, je voulais donc mettre cette petite parenthèse. Sur pratiquement 10 intervenants, 8 vous disent que c'est comme ça que ça se passe. On sait que c'est comme ça. C'est comme ça, mais rien n'est fait. C'est la chose la plus intrigante. Hein. Que se passe-t-il? Emmanuel Kouaba, ensuite, Maître Bondier va répondre à la question. Oui. Presque tout le monde dit on donne 100 000 en 6e et on donne 50 000 dans les autres classes. Ça, c'est ce que presque tout le monde dit. Ça veut dire qu'effectivement, ça se fait. Mais ce que je vous dis, d'après toutes mes enquêtes menées, c'est que les 100 000 francs ou les 50 000 francs n'arrivent pas forcément dans les poches du pauvre proviseur. Très bien. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai expliqué qu'il y a des 100 000 et des 50 000 qui transitent par des mairies, qui transitent par d'autres services, des sous-préfectures, etc. Et le proviseur ou le directeur ne reçoit que les listes. Il ne reçoit que les noms. Les enquêtes ont été menées. Alors, donc cette précision, je voulais la faire. Il fallait qu'on la fasse. Maître Bondier va faire répondre à la question. Je voudrais répondre à Zingangoula, tout simplement lui disant, pour rechercher la justice, il faut avoir les mains propres. Alors, à partir du moment où vous avez participé à une infraction, vous n'êtes pas fondé à solliciter réparation. Parce que celui qui dit « j'ai donné 100 000 », d'ailleurs, on a eu des cas, hein. Vous avez eu un tristement célèbre procès je ne citerai pas les noms, hein, je crois que c'était dans le domaine du football. Et avec les élections qui se sont déroulées, il y a certaines personnes qui ont réclamé effectivement de l'argent qu'elles avaient remise pour être... Bon, vous continuerez. On connaît la suite. Vous connaissez la suite. Et effectivement, ils ont eu ce problème. Parce que moi, par exemple, j'ai été approché par l'une des personnes pour savoir est-ce que j'encours quelque chose du fait que je réclame de l'argent de corruption. J'ai dit oui. Parce que c'est une affirmation pour vous que vous avez corrompu la personne. Sur le plan pénal, vous êtes poursuivable.
Et donc, vous ne pouvez pas vous fonder sur une infraction pour solliciter réparation. Vous devez avoir, dans le principe général, vous devez avoir les mains propres quand vous cherchez la justice. Maintenant, je voudrais dire très simplement que c'est de la délation de dire tout le monde dit, tout le monde dit. Vous savez, les gens aiment se cacher derrière ce qu'on dit. Lorsque vous êtes victime d'une infraction, allez dénoncer l'infraction. Si vous ne dénoncez pas, taisez-vous. Et n'en parlez plus. Ça ne sert à rien de parler dans des... Parce que même le procureur de la République, quand il va se saisir de ce dossier, il faudrait bien que quelqu'un lui apporte des preuves. S'il n'y a pas de preuves, il va poursuivre l'autre sur quelle base? Alors, on tire vers la fin de cette émission, donc il faut qu'on aille un peu rapidement. Monsieur Somo, avec vous, nous allons aborder les implications de la corruption en milieu scolaire. À quel niveau se situe l'influence du phénomène de corruption? Bon, déjà, premièrement, il faut situer cette influence au niveau du système en lui-même. Et là, on serait tenté de nous poser la question de savoir quel type de société nous voulons bâtir. Voilà. Mais maintenant qu'on pose cette question du type de société que nous voulons bâtir, et maintenant, on va au deuxième élément, quel est le type d'homme qui devra constituer cette société. Alors, ils doivent s'asseoir sur quel socle? Le socle en termes de compétences, en termes de culture morale. Alors, quelle culture ces hommes, au plan moral, devraient avoir? Et qu'est-ce qui constitue le véhicule de cette culture pour les hommes d'une société que nous idéalisons pour demain? Et on se rend rapidement compte que c'est l'école qui est le vecteur de cette culture. Et en tant que vecteur de la culture, si c'est ici que la corruption a établi son nid, nous pouvons dire que la plus grosse implication, elle est là, elle est tout naturelle, le socle est sapé. Cela voudrait tout simplement dire que nous voulons former pour demain une société corrompue, dès lors que cette corruption s'est installée à l'école. Oui, Emmanuel Ngomba, est-ce que vous pouvez compléter ce tableau, justement? Oui, je pense qu'avant les années 93, je continue à bien souligner cette période-là, avant les années 93-94, le problème de l'école camerounaise, le problème fondamental, c'était les programmes. C'était les manuels, qui étaient des manuels qui... Je ne sais pas si les enseignants, est-ce qu'il y a qu'on s'allie au lycée avec 50 000 francs dans les bulletins? Qui parle de sous-préfet, appelle ici le sous-préfet, et les lycées viennent à la sous-préfecture. Tout ça, c'est faux. Tout le monde sait que nous nous allions au lycée pour donner 50 000 francs dans les bulletins. On n'a pas besoin de nous faire des petits trucs à la radio pour aller dire qu'on a fait les enquêtes. Quelles enquêtes? Tout le monde est parent d'élèves. On donne de l'argent ouvertement aux proviseurs, ça ne passe même pas à côté. Alors, ça sera tout, monsieur. Oui. Allez dans un établissement, faites semblant d'aller inspirer les élèves. Ils parlent que les éditeurs, on va donner l'argent à la sous-préfecture. Quelle sous-préfecture? J'ai l'impression que vous dites comme de la démagogie dans l'air débat. Ce sont les débats comme ça qui encouragent les proviseurs à prendre de l'argent. Non, ça veut dire que vous ne nous suivez pas depuis le début parce que c'est ce qu'on est en train de décrire justement, monsieur. Oui. Si l'explique continue. C'est qu'au lycée, on donne de l'argent par les enveloppes, par les bulletins, on donne aux policiers dans les dossiers des véhicules. Et tout ça, ça se passe dans les lycées. Merci pour cette intervention. Emmanuel Ngomba va réagir ou alors Maître Bongé? J'ai bien précisé, vous savez que moi, je n'ai pas l'habitude de ne pas dire ce qui est. C'est pour ça que j'ai dit, peut-être le téléspectateur n'était pas très attentif, que j'ai mené 2 enquêtes. À Yaoundé entre 2000 et 2008 et à Douala entre 2009 et 2013. Et j'ai dit le plus corrompu. Je n'ai pas dit qu'ils ne sont pas corrompus. J'ai bien dit que le plus corrompu de ma liste a été nommé ministre de la République. Mais ce que je dis, c'est que tous les dossiers ou bien tous les enfants qui sont recrutés dans un lycée ne sont pas forcément du fait de la corruption. Maintenant, s'il y a des cas où les gens disent qu'ils donnent, parce que je parle sous le contrôle de maître, s'il y a des gens qui s'alignent pour donner 50 000 ou 100 000, mais il suffirait tout simplement de prendre les forces de l'ordre, de prendre les services de la CONAC pour piéger ces chefs d'établissement, pour que, au même moment où on donnera cet argent, que ce soit filmé et que ça serve donc de preuve. Et là, nous sommes d'accord à ce niveau. Mais si ce n'est pas le cas, alors là, je suis tout simplement
désolé parce que si nous participons, si nous entretenons le lit de la corruption, là, c'est assez grave pour notre école parce que, comme M. Somo disait tout à l'heure, on ne peut pas admettre que les enfants soient formés dans un environnement corrompu. Et c'est pour cela que tout à l'heure, je pense qu'on aura à proposer des solutions. Mais je pense que c'est quand même grave quand on dit qu'il y a des gens qui s'alignent dans l'établissement avec, dans les bulletins, 50 000 francs et 100 000 francs. Je pense qu'il faudrait que la CONAC descende sur le terrain pour on se plaint et on ne dénonce mener pas, des enquêtes. Ça ne sert à rien. Le phénomène va continuer. Est-ce qu'on a quelqu'un en ligne, Maître? Une minute. On a quelqu'un en ligne? Allô, bon après-midi. Oui, bon après-midi. Vous voulez apporter votre contribution à ce débat? Oui, je veux dire que le phénomène de corruption dont il est question là aujourd'hui, oui, le phénomène de corruption dont il est question là aujourd'hui, c'est un véritable serpent de mer. Excusez-moi de qualifier le monsieur en blanc par Saturé. Dans sa première intervention, je crois qu'il a décrit entièrement le phénomène. Déjà, l'argent qui est utilisé soit pour l'inscription des enfants en cette période de rentrée scolaire, en fait, ce n'est pas le proviseur qui consomme cet argent seul. Retenez cela. Ça remonte jusqu'au niveau de sa hiérarchie. Peut-être sa hiérarchie, pas seulement au niveau de son service, mais également dans le département en question. Suivez mon regard. Parce qu'on l'a poussé à la commune, il est allé corrompre peut-être même pour être proviseur. Il y a ce fait. Et les gens attendent de le retomber. Sinon, l'année prochaine, il risque même perdre son poste de proviseur. Quant à la corruption par rapport au non-sectionnement transmissible, si je peux dire ainsi, ça, c'est donc le résultat de la perte des mœurs, de bonnes mœurs, dans le pays, qui peut être lié à un phénomène individuel. Mais je conclue en disant que la corruption est organisée depuis le ministère et est donc presque imposée aux chefs d'établissement. Les retombées ne sont pas dans les poches des chefs d'établissement seuls, c'est au niveau des départements, puis des délégations régionales. On essaie qui commande les délégations régionales, et même au niveau des directeurs. Et ça dépend du revenu par établissement. Le lycée Leclerc ne vaut pas la même chose que le lycée de Kolofata à Marois. Je donne la possibilité aux autres intervenants de finir. Mais vraiment, le monsieur en blanc, on pouvait arrêter le débat par sa première intervention. Merci beaucoup. Voilà. Merci, merci à vous pour cet appel, M. Albert, depuis Marois. Alors, Maître Bondje, plus parent comme de loi, quel est selon vous l'impact de cette corruption dans le milieu scolaire? Il faut partir d'un principe fort simple. Je suivais tout à l'heure votre téléspectateur là, en disant, oui, tous ceux qui sont alliés avec ces 4 000 là, le proviseur a pris les 50 000. C'est un corrompu. On doit l'arrêter. Mais le corrupteur, c'est qui? C'est tous ceux qui sont alliés avec les 50 000. Donc, en fait, lorsqu'on atterrit pour arrêter les auteurs de la corruption, on ne va pas seulement arrêter le proviseur. On doit arrêter les corrupteurs qui sont avec les 50 000 dans les bulletins. Donc, c'est tout le monde qui participe. On peut dire que c'est ceux-là qui participent. Et c'est ça le danger, en fait. Ce fléau-là. Et le professeur Somolo disait tout à l'heure, la difficulté, justement, d'appréhender ces auteurs, c'est parce que les acteurs ne disent pas. C'est lui qui donne. Il se plaint parce qu'il a perdu. Mais il a donné. Il est corrupteur. Et celui qui a reçu est corrompu. Les deux sont punissables. Lorsque je l'aurais dit, je reviens sur la base.
nous, quand on faisait l'école à l'époque, je me souviens à l'université, quand j'ai entré en 85, on avait des repères. Quand tu voulais faire droit privé, tu disais, je veux être comme le professeur Mélonais. Quand tu veux faire droit public, tu dis, je veux être comme le professeur Bipoudououm. Ou bien Tabak, ou bien Layangwe, etc., etc. On avait des repères. Lorsque l'enseignant vous tenait dans les classes inférieures, on avait des repères au niveau des enseignants. Par l'habillement, par la manière de faire les cours, par les conseils. Aujourd'hui, il n'y a plus de repères. Les valeurs sociales prônées par l'école ont foutu le camp. Puisqu'aujourd'hui, la médiocrité a remplacé effectivement les compétences. Et c'est là où je disais tout à l'heure que tout part même des nominations. Vous savez, on a fait tous l'école, hein? Même ceux qui viennent parfois avec les diplômes de Novoski, de Harvard et autres là. Parfois, ils n'ont même fait que des séminaires de formation, mais comme ils sortaient de l'extérieur, on les nomme. On se connaît. C'est-à-dire que quand vous avez, par exemple, comme responsable quelque part, une nullité, excusez-moi les termes, vous savez que celui-là n'a jamais été brillant, mais parce que son oncle est haut placé, parce qu'il y a des relations de tribus, parce qu'il y a eu des phénomènes de ceci ou cela, il se retrouve être votre chef. Et parfois, les ordres qu'il vous donne n'entrent même pas dans le champ de compétences de ce qu'il devrait faire. Ça crée un dysfonctionnement, ça fait de telle sorte que ce phénomène de corruption morale prend de l'ampleur. L'enfant aujourd'hui, prenez vos enfants, ils n'ont plus pour souci d'être compétents, d'être compétitifs. Ils se disent, si j'ai de l'argent, j'entre au CUS. Si j'ai de l'argent... L'objectif, c'est avoir le diplôme. Termine. Et je vous donne un exemple très simple. Hein. Dans un établissement de la place, il y a une fille qui s'est occupée à dire aux autres, vous savez, mon père, il a de l'argent. C'est un tel. Et effectivement, un de ses camarades lui a rappelé que vous n'avez pas bien suivi le morceau de votre père. Peut-être qu'il faille donner ce morceau. Hein? Le morceau de votre père dit quoi? Effort personnel. Donc les enfants aujourd'hui, ils caricaturent. Moi, je prends l'exemple de mon propre fils, qui aujourd'hui a eu le bac. Mais quand je l'ai mis à l'époque, je crois, la maternelle, il a commis l'erreur de dire à sa maîtresse, mon père est avocat, si tu me touches, tu fais la prison. Et la maîtresse me l'a dit, j'ai fait fesser mon fils devant la maîtresse. Aujourd'hui, je suis fier que son bac, il a mérité, sans intervention de son père. Or, on ne va pas dans ce sens-là. Aujourd'hui, les parents jouent le rôle de placement de leurs enfants. C'est-à-dire obtenir, Je donne juste un petit exemple très simple, parce qu'on a parlé tout à l'heure des enseignants qui vendent les notes. J'ai eu dans un collège catholique à Yaoundé, je ne vais pas citer le nom, un élève en classe de seconde qui m'a dit, monsieur, j'ai 6 de moyenne en maths, aidez-moi à aller en classe supérieure. Parce que tout le problème pour moi, c'est d'aller en terminale et d'avoir mon bac, parce que ma place est déjà réservée à l'ENAM. Alors, vous voyez donc que lorsqu'on a dit à un enfant que sa place est réservée à l'ENAM, il ne peut plus faire d'efforts, dont je rejoins Maître dans sa démonstration. Pour chuter, oui, je voulais chuter en disant effectivement que vous m'avez posé la question, hein, qu'est-ce que cela va faire comme conséquence demain? C'est que nous aurons une société de médiocres, d'incompétents, et on aura de corrompus, et ceux qui devaient relever, parce qu'on a trop de problèmes, ceux qui pouvaient aider notre pays à les résoudre, ils ne pourront pas être à la place qu'il faut et à l'endroit qu'il faut. C'est les médiocres qui vont rester là, ils ne vont rien résoudre. Voilà, abordons maintenant la dernière partie de cette émission, hein, la partie réservée aux solutions. En définitive, comment sortir de cet engrenage? Il s'agit pour vous de nous donner quelques pistes de solutions. Je commence par vous, Emmanuel Ngouaba. Oui, déjà, je souscris entièrement à ce que Maître a dit. Il faut revenir au mérite. Mérite dans les nominations, mérite dans l'accès aux grandes écoles. Parce que ces enfants qui ont des places réservées à l'ENAM, des places réservées à l'EMIA, etc., dans les lycées, ce sont des délinquants. Il faut le dire. Et on voit directement la relation sur l'échec scolaire. Parce que ces enfants qui savent qu'on peut passer par des voies de facilité ne font plus d'efforts. Et pourrissent le climat dans les écoles, l'indiscipline est notoire dans les établissements. Donc, première chose, que le média revienne dans la société. Deuxième chose, qui est la sanction? Qui est la sanction? Que les lois soient appliquées. On a parlé, par exemple, de l'article 66. De lutte contre le détournement et la corruption. C'est-à-dire que les gens déclarent leurs biens. Si je suis directeur, si je suis proviseur, si je suis délégué, si je suis ministre, que je déclare mes biens pour qu'on voit que lorsque j'entre en fonction, j'ai 4 voitures ou bien 4 villas
Mais après 4 ans, après 5 ans, j'ai déjà 50 voitures, j'ai déjà 100 villas, et là, on voit directement où est venue la différence. Donc, que les lois, que la sanction revienne, que les lois soient appliquées, et enfin, que l'on permette aux enseignants, là, je ne suis vraiment pas là, de retrouver une place honorable, parce que je dis aujourd'hui, en milieu scolaire, pas éducatif, en milieu scolaire, à l'école, l'enseignant est fragilisé, il est dans une situation de précarité qui ne justifie pas, mais qui peut, à un moment donné, donc je dis qu'on permette à l'enseignant d'être un éducateur complet sur le plan intellectuel et sur le plan matériel. Voilà, merci, Maître Bondje. Oui, la première des choses, c'est le respect des normes. Alors, les états de droit, si on ne respecte pas les textes, ça ne vaut pas la peine. Respect des normes par tout le monde, y compris par la première personne. Un, que la méritocratie soit la base de nomination et d'attribution des compétences. Deux, qu'on démantèle cette histoire de pouvoir de nomination. C'est-à-dire qu'au lieu de nommer depuis le pouvoir central, qu'on commence à faire nommer des gens par leur père. Par leur père. Comme par exemple à l'université, il y a des élections des recteurs, des élections des chefs de département et des doyens dans beaucoup de pays du monde. Dans toute fonction, il y a l'évaluation par les pairs. Que par exemple, un enseignant soit évalué par les élèves sous l'anonymat. Parce qu'on a toujours l'impression que l'élève ne peut pas évaluer, il peut évaluer son enseignant sous anonymat, qu'on tire les conséquences. Et puis, j'en termine par là, qu'on ouvre l'école à tous les partenaires sociaux. D'ailleurs, l'école gagnerait à ce que certains partenaires sociaux qu'on écarte soient à l'intérieur parce qu'ils peuvent participer pour financer et pour donner des idées. Oui, monsieur Somo. Oui, pour mon mot de fin, c'est tout simplement constater que c'est vrai, il faut s'attaquer à la corruption, mais il faut s'attaquer à une corruption lorsqu'elle est érigée en système. Je mets quand même un bémol quant à l'implication du corrupteur en milieu scolaire dans la responsabilité de ce phénomène. Un certain nombre de contraintes sociales et des problèmes auxquels les uns et les autres sont confrontés peuvent justifier la propension à aller vers l'acte de corruption. Seulement, c'est au niveau des responsables qu'il faut agir, qu'il faut justement travailler pour que les personnes qui demandent, n'est-ce pas, soient pas obligées de recourir à cela. Merci, M. Somo. Merci, Emmanuel Ngouaba. Merci, Maître Bondje, pour ces interventions. On se retrouve la semaine prochaine dans ce même studio lorsqu'il sera 13h. D'ici là, passez un bon week-end. Portez-vous bien. Surtout, pas d'excès. À bientôt.